les candidats, les heureux candidats, il faut bien le préciser. C'est pas facile qu'une présentation vale 100 000 francs à quelqu'un. Ce sont des heureux candidats. Et ayant écouté le jury, je voudrais, monsieur le président, m'aligner derrière eux et les élèves pour dire que cette initiative était formidable. Vous nous avez mis encore à l'école. Oui, et quand j'y suis arrivé, j'ai été émerveillé. J'ai été émerveillé par la qualité de présentation des élèves. Pourquoi on ne met pas les soutenances au bac? Les enfants là passeraient. Pourquoi on ne met pas les soutenances au probatoire? Eux, ils passeraient. Parce que tous ces enfants-là, quand j'ai vu d'abord la qualité physique du travail déposé, les gars, ils pensaient à mémoire. C'est-à-dire, ils font le travail, ils saisissent, ils relient en couleur pour la plupart encore. Formidable. Et quand je me suis assis dans les jurys, j'ai vu les enfants là faire une présentation. Vous avez 15 minutes pour votre présentation. Ça, je ne veux pas. C'est vrai que les littéraires, vous voyez les coquilles dans leur devoir. C'est normal, c'est leur devoir. Hein? Moi, quand ils regardent, ils disent qu'on n'a pas respecté le pluriel, on n'a pas respecté. C'est pas grave. Hein? Et il y avait aussi, effectivement, des maladresses de style. Ça, bon, c'est bien là, ces maladresses de style là. Hein? Il y en a quand il écrit une lettre, quand tu veux lire, tu imagines plutôt ce qu'il est en train de vouloir dire. Mais quand ils ont écrit, vraiment, c'est très bien. Et monsieur le fondateur, j'ai fait la navette dans les deux jurys. Ce qui, il faut vraiment relever pour mettre à l'actif de tous les jurys qu'ils se sont comportés comme tout jury de soutenance dans le milieu universitaire. C'est-à-dire le jury de soutenance a pour rôle d'apprécier un travail, étant déjà convaincu que comme ce travail se passe à la soutenance, il est scientifiquement acceptable. Et franchement, je ne dois pas dire que j'ai vu toutes les présentations, je n'ai pas vu tous les débats, mais j'ai vu tous les thèmes. Tous les thèmes sont scientifiquement validables. C'est pour ça que, après le travail l'autre jour, je les ai réunis et j'ai encore donné un autre travail en sus de ce que vous avez donné. Je leur ai dit, ce travail ressemble à un théâtre. Parce que quand vous faites le théâtre, vous prenez un enfant de 12 ans, vous dites tu es le père, tu es la mère. Et tu te surprends en train de voir qu'il fait vraiment comme le père, comme la mère. L'autre, tu dis que tu es le voyou. Tu te surprends en train de voir qu'il est en train de faire vraiment comme le voyou. Et ça fait du plaisir. Mais on ne peut pas réunir des éminences intellectuelles comme Dr Kem, Dr Ken Fassiri, Dr Tafen, Monsieur Tchandji et autres pour faire le théâtre. C'est un exercice intellectuel qui se doit d'être valorisé. Et pour le valoriser, vous qui avez soutenu le master, même vous qui avez soutenu le doctorat, on vous a toujours dit que votre travail est acceptable.
Cependant, vous devez intégrer les corrections données par le jury pour qu'ils soient scientifiquement validés. Et c'est pour ça que, au lendemain de la soutenance, chacun se retrouve chez son directeur, que ce soit une soutenance de master ou de doctorat, pour corriger le document avec son directeur pour que ce document ait une valeur scientifique. Je leur dis, monsieur le fondateur, qu'à partir de demain, ils doivent être en contact avec les élèves. Puisque j'ai demandé qu'ils récupèrent tous les documents, ils doivent lire, faire des remarques sur leur papier et appeler maintenant les élèves. Leur dire que voilà cet endroit-ci. Tu voulais dire ceci, mais tu as mal dit. Va encore écrire. Il va écrire, il va venir, ce n'est pas bien du tout, tu redresses. Tu écris. Parce que l'objectif à terme, monsieur le fondateur, c'est que ces documents soient, tout au moins ces documents pionniers, soient exposés dans notre bibliothèque et soient exposés et soient publiés dans notre site web que j'ai lu l'autre jour avec beaucoup de satisfaction, que votre petite soeur se démêle beaucoup pour que ce site web fonctionne. Et ainsi fait, le collège bilingue Télési sera utile, pas seulement, ces travaux seront utiles pas seulement pour la communauté éducative du collège bilingue Télési, mais pour tout le Cameroun, d'ailleurs pour toute l'humanité. Si on publie ça dans un site web, ça sera pour toute l'humanité. Et j'ai encouragé eux et les enfants en leur disant que ne soyez pas surpris qu'un jour, quand vous serez grand, vous lisez quelque part un document, on dit tel avait dit dans tel document qu'il a fait dans tel collège avec tel que, et il vous cite. Ça sera formidable. Et compte tenu de ce travail et de ce que j'ai vécu avec mes yeux, monsieur le fondateur, et aussi avec la qualité de quelqu'un qui a aussi fait l'école doctorale, je vais émettre une doléance pour ses collègues. Ils ont beaucoup de travail à faire. Il faut que ce travail revête une valeur scientifique certaine. Et je connais votre magnanimité. Pensez à discrètement, je ne veux pas faire de propositions, faire une proposition de crédit, de forfait internet pour ces collègues qui sont beaucoup donnés pour ce travail et qui doivent continuer à le faire. Ainsi fait, vous aurez valorisé la science. Vous aurez fait de notre établissement une pépinière scientifique. Je vous remercie, monsieur le fondateur. Yes, I have to something to say. Thank you very much, the proprietor. Despite the fatigue that has covered us this evening, with there's so much work that we have done since about a week ago on this project, but I thought that I could still say something, as a matter of fact, to appreciate this kind of gesture that we are seeing around us. Mr. the Proprietor, I will start by quoting some writers, classical writers that we may know or we may not know. But there is a book written by a Ghanaian, The Beautiful Ones Are Not Yet Born. In that Beautiful Ones Are Not Yet Born, written by Ayikwe Ama, he feels that
the society, the Ghanaian society, is a society that is perverse. It's a society that is corrupt. It's a society that is filled with all kinds of physiques and excrement. But at the same time, it's a society that was savaged by the coming of some great men like Kwame Nkrumah, who stood for Africanism. I want to quote another important document, John Smith Mbiti, Introduction to African Philosophy and Religion. In the Introduction to African Philosophy and Religion, John Smith Mbiti propounds, and I quote, "The food God has kept for the poor will never get rot." What is the significance of this? To him, he feels that no matter the fact that the society, some alien men had come to take what we owe, have come to take what is us or what is ours, yet the African man remains a very proud man, and that food, he will surely come to take that food that is pertain to him. I will end up by quoting some two great writers of Kenyan origin, Ngugi James wa Thiong'o and Ngugi James wa Miri, in I Will Marry When I Want. That is very, very much important. I Will Marry When I Want, they say a man brags of his penis, no matter how tiny. End of quote. A man brags of his penis, no matter how tiny. I don't know whether the proprietor is having the sense of what I want to say. It's not this physical penis that we have as men seated here, but the penis is a reflection of that African society that is explaining in that book, because it is a tussle. That book, I Will Marry When I Want, is a tussle between the whites and the blacks. The whites who have come to siphon all what belongs to Africans, and the principal actor of that particular drama is a drama piece, Njikamba. Njikamba wants to be stripped off of his last land that his forefathers, his ancestors, have left for him. And when the whites want to corrupt his brother Ahab Kuo, he told Ahab Kuo, no matter how much money the white man has given you, I cannot give her this piece of land. And that is when he said that after fighting with his brother Ahab Kuo and Gikamba, he told his brother, a man brags of his penis, no matter how tiny. Mr. the Founder, what you have done that has immortalized this day, I want to tell you, it's a wonderful gesture. Some years back, I remember, Mr. the Founder, you made a statement in one of the assemblies you attended in front of us. If your memories are also still very strong like ours, you said, and I quote, je veux faire le collège bilingue Intelexi un label. Je veux que le collège bilingue Intelexi soit comme le Liberman. Je veux que le collège bilingue Intelexi soit comme les collèges Vogue. Je veux même que le collège bilingue soit comme les établissements dans les pays occidentaux. Vraiment, monsieur le fondateur, si vous-même vous constatez, je pense que voilà dans les résultats de ce que vous pensez. Certaines personnes, à mon entendement, ont cru que vous allez construire les immeubles, ont cru que vous allez mettre je ne sais pas quoi, construire les ponts en l'air. Mais voici les ponts que vous avez construits. Voici ces immeubles que vous avez construits. Voici ce que moi j'ai pensé
comme je veux faire le collège bilingue intellectuel un label. Et aujourd'hui, nous sommes tous les témoins. Je pense que si nous continuons comme ça, monsieur le fondateur, le collège bilingue intellectuel ne va pas seulement rester avec les enfants que nous avons eu aujourd'hui, mais le message est parti. Le message est là. C'est même déjà dans les réseaux. J'ai vu sur ils m'ont déjà envoyé les photos sur mon WhatsApp. Et s'ils m'ont envoyé les photos sur le WhatsApp, je suis moi simplement. Combien de personnes ont déjà eu ces photos? Alors, monsieur le fondateur, il y a quelqu'un qui a dit dans le Cameroun un seul mot: continuez. Je pense que c'est un message que vous avez envoyé. Et le message n'est pas tombé dans les oreilles des sourds. Heureusement que vous avez aussi un encadreur. Moi, j'ai toujours dit, quand nous avons cette opportunité de causer ensemble, il nous dit, il ne faut pas critiquer le bien, il faut critiquer le mal. Je vous dis non. Comment nous pouvons critiquer le mal et laisser le bien? Ça doit marcher ensemble. Et surtout, il faut dire ce qui est bien ouvertement. Le mal, on parle seulement derrière. On ne parle pas le bien devant. Mais nous avons eu cette opportunité de lui dire ça ouvertement. Monsieur le principal du collège bilingue intellectuel que nous avons côtoyé aussi pendant cette année, you are a square peg in a square hole. On dit dans certaines langues, les fantômes ne jouent pas le jeu de cache-cache. Ça c'est en Moulou. Les fantômes ne jouent pas le jeu de cache-cache. Ça veut dire que si on ne vous dit pas ce que vous êtes, là, comme vous êtes assis, monsieur le fondateur et son principal, c'est que nous avons tous échoué. Je pense donc que it is a wonderful initiative and bringing children to understand the philosophy of life, to have that patriotic feeling, to have that emotion that we are Africans and nobody can take our Africanness from us. It is a wonderful initiative. Like Cheikh Anta Diop, like Jean Vansina, like Evan Marcien Towa and others. I think that your name too will be written someday, because if I have the opportunity, don't be surprised, I will write a book concerning your personality. I will write a book concerning your personality, because what you are doing, you have to be immortalized. I think that our proprietor should be immortalized. And how can somebody be immortalized? It is through documents. C'est vrai qu'en Afrique, surtout au Cameroun, on ne lit pas beaucoup. Mais si l'image est là, nous avons écrit sur les Mbida, nous avons écrit sur Ahidjo, nous avons écrit sur les gens. Pourquoi pas écrire même votre propre histoire? Et ce que vous faites là, c'est pérennisé. Je pense que c'est formidable. C'est formidable. Thank you very much. I will not monopolize the floor, but just to say that it is a wonderful initiative. The founder, we've had time, probably not so many occasions, but this is another opportunity to tell you face to face that you're a wonderful person. And these children will go home today with another impression in life. They may not say it because they lack words to express them as they are among us, due to their thinking capacity, due to their way of reasoning. They may not tell you. But what you have done, I tell you, except, as it is also said, a cranky man, except a cranky man dies, then you want to bury himself. But you are not a cranky man. You have exposed your technical know-how. You have exposed your savoir-faire. You have exposed your magnanimity. And it has gone
leaps and bounds. Un seul mot, continuez. Thank you very much. Je voudrais poser une question. Excusez-moi. Je ne sais pas, vous avez parlé de Marcel Toa. C'est un philosophe camerounais qui a fait son temps. Il est où? Déjà mort. Je me pose souvent la question, si ce n'est pas le Marcel Toa que nous connaissons ici chez... Non. Voilà, dont le fondateur... Marcel Toa, c'est un philosophe qui a enseigné à l'université. Donc ce n'est pas notre Marcel ici. Lui, c'est Marcel. Marcel. Alors que là-bas, c'est Martien. Merci. Je relève ce que j'ai dit. Merci. Monsieur le fondateur, merci. Honorables membres du jury, merci infiniment pour la qualité du travail. Je voudrais m'attarder sur deux petits aspects. Tout à l'heure, dans l'intervention du fondateur, il a parlé de l'esprit critique. Dans l'intervention du principal, le principal a parlé d'un travail scientifique. Sans vouloir m'accrocher sur les philosophes, pour avoir quand même su en terminale que la philosophie est la mère des sciences. Esprit critique, travail scientifique. Ça me plaît parce qu'aujourd'hui je me rends compte que le fondateur n'a pas mis la charrue avant les bœufs. Voilà des enfants qui savent déjà que l'Africain ne devrait plus avoir le complexe. Mon véritable problème entre les deux déclarations du fondateur et du principal, dès lors qu'on aura donc compris que nous n'avons pas de complexe, quel est l'impact de cette compréhension par rapport à l'amélioration de la vie? Parce que pour nous qui avons fait quand même une petite terminale scientifique, quand on se retrouve dans la révolution de 1929, elle a été pensée par des philosophes. Mais les mathématiciens et les physiciens ont mis cette pensée en pratique pour améliorer les conditions de vie des hommes. Ce que les enfants viennent de faire là, quel est l'impact qu'on peut avoir donc? Je voudrais donc, après ce que nous avons vu, si on améliore, qu'on demande aux enfants de nous dire comment avec Cheikh Anta Diop, après ce que les philosophes ont pensé, on peut améliorer les conditions de vie des Camerounais, des Africains, bref, de tous les hommes qui sont dans le monde, de telle manière que, voilà, en Europe, on prenne l'avion. Je crois que l'avion, c'est vous, docteur, c'est vous qui avez pensé, et les philosophes. Non, vous n'étiez pas là, mais ce sont quand même vos amis. Donc, ce que nous sommes en train de faire, moi je vous ai dit d'où je pars. Le fondateur a parlé de l'esprit critique. En seconde, c'est nous ne parlons pas d'esprit critique, on parle de l'esprit scientifique qui part du bon sens. C'est-à-dire que même celui qui n'a pas fait les mathématiques, il a le bon sens. En seconde, c'est on inculque à l'enfant l'esprit scientifique. Comment utiliser, par exemple, les fonctions pour résoudre un problème de la vie. Ça, c'est ce que nous avons appelé l'approche par compétence. Donc, je voudrais qu'à partir de l'année prochaine, qu'on montre à l'enfant qu'il ne suffit pas simplement de comprendre ce que Cheikh Anta Diop a fait pour nous. Il ne suffit pas de se dire que nous sommes d'égal à égal avec les Blancs, mais il suffit d'utiliser ce que Cheikh Anta Diop a fait pour améliorer les conditions de vie. Sinon, ce ne sera que de la récitation. Bon, du moins, entre guillemets. Je vous en prie. Je vais apporter une remarque par rapport à ce que vous dites, effectivement. Quand je parle de l'esprit critique, l'esprit critique n'est pas seulement vis-à-vis du blanc, entre guillemets. L'esprit critique, c'est j'analyse. Vous m'avez dit ça. J'analyse. C'est ça l'esprit critique. C'est-à-dire que vous êtes enseignant, vous entrez en classe, vous dites voilà, c'est ça, c'est ci, c'est ça. Que l'enfant ne gobe pas seulement. Il le prend, mais il va faire la recherche. C'est ça l'esprit critique.
L'esprit critique ne vient pas de quelqu'un d'autre, ça vient de vous. Mais pour que vous puissiez critiquer, donc remettre en cause ce que l'autre dit, il faut que vous-même vous ayez la capacité d'aller faire la recherche. Et à partir du moment où vous allez faire la recherche, c'est un peu la même chose. Parce que l'esprit scientifique, nous avons l'esprit scientifique, nous avons les scientifiques chez nous. Est-ce qu'on a cet esprit critique? Puisque l'autre vient te dire, va à gauche, tu es un scientifique, tu parles seulement. Tu ne remets pas en cause ce qu'il dit. Or, quand tu as déjà l'esprit critique, tu te demandes pourquoi je vais aller à gauche. Première question, pourquoi je vais aller à gauche? Il faut qu'il t'explique. S'il ne t'explique pas qu'il emploie la force, ça devient un animal. Parce que les animaux ne négocient pas. Le lion qui vient sur la biche, il ne vient pas négocier avec lui, que vous laisse, tu manges la patte ou les sabots et puis on continue. Et la viande. Il prend, il déchiquette et il le bouffe. C'est ça. Or, à partir du moment où nous sommes des êtres humains, des hommes, si vous n'arrivez pas par des arguments à convaincre que l'autre, il y a un problème. C'est ça l'esprit critique, ça commence par là. C'est pas dire la révolution, c'est de dire je commence à réfléchir, je commence à faire des recherches. Parce que l'autre m'a dit ça, je n'accepte, je ne gobe pas ça d'un coup, je commence à faire la recherche. Et quand je commence à faire la recherche, j'ai des arguments pour aller dire non, ce que tu me dis là, je ne suis pas d'accord. Je ne peux pas faire ça. Voilà, c'est ça cet esprit critique. Et quand on regarde l'œuvre de Cheikh Anta Diop, parce que certains l'ont critiqué en disant lui il a des idées passéistes. Lui, il vient seulement dire que l'Africain était à l'honneur il y a des siècles et puis c'est tout. Non. Cheikh Anta Diop dit moi je travaille pour le futur, ce n'est pas pour le passé. Parce que si c'est pour le passé, ça ne sert à rien. Il le dit. Une fois que j'ai dit que l'Égypte était le cerveau de la civilisation, c'est fini. Mais comment donc on utilise ça pour le futur? C'est seulement de dire que nous sommes les mêmes hommes à égalité que vous. Moi, je leur dis, chaque fois que j'ai l'occasion, je veux que chaque enfant qui passe à Intelexi, qui sort d'Intelexi, se retrouve à Yaoundé. Il se retrouve à Douala, à Paris, à Washington, au machin. Il trouve quelqu'un qui vient, qui parle bien, qui n'a aucun complexe. Il dit seulement, celui-ci a eu un avantage sur moi. Il a lu avant moi. Mais je veux le rattraper. Je veux lire. C'est ça, le truc. C'est ça que j'appelle l'esprit critique. Elle dit que le type vient et te fait laisser. Oh, aujourd'hui, c'est ça que... Le problème, c'est que nous avons coupé. Nous nous sommes coupés de notre passé avant. Et nous disons, chaque fois, regardez, même les grands, quand on dit les philosophes, quand chaque fois qu'on fait référence à qui? Socrate, Pythagore, Thalès, et tout ça. Mais nous avons nos Égyptiens qui sont là. Quand on parle de Cheikh Anta Diop, il y a eu le colloque international d'égyptologie du Caire. Combien de personnes sont au courant de ça? Combien d'œuvres de Cheikh Anta Diop sont étudiées dans nos lycées et nos universités? Combien? Il n'y en a pas. Au Sénégal, il a été combattu. Alors que si les gens sont au courant de ça, quand on regarde, aujourd'hui on parle de la philosophie, n'est-ce pas on dit que la philosophie est grecque? C'est ce qu'on dit. Et tous ces philosophes-là sont venus apprendre la philosophie en Égypte. Thalès a fait 12 ans en Égypte. Pythagore a fait 22 ans. Et quand on sort chaque fois le mathématique, on va dire théorème de Thalès, théorème de Pythagore. Les Égyptiens avaient déjà construit la pyramide. On a dit que 3000 ans avant qu'ils arrivent. Vous voyez qu'on construit la pyramide sans faire le théorème de Pythagore et de Thalès. Voilà tout le truc. Donc c'est ça, cet esprit critique-là. C'est de dire, non, je ne suis plus ce que j'étais, mais je suis plus ce que mes parents sont. Aujourd'hui, vous venez, vous dites, voilà telle chose, il faut que vous m'expliquiez pourquoi. Si vous ne me convainquez pas par des arguments, je ne le fais pas. Et je fais moi, ce que je pense qui est bon pour moi. Et là, ça change tout. Parce que nos enfants, là, c'est ça le devoir qu'ils ont. S'ils n'ont pas ça, s'ils continuent à faire comme nous. J'ai dit que j'ai mon cousin qui est venu avec sa femme blanche. On est parti à l'école primaire. Son enfant avait 11 ans ou 12 ans. Malheureusement, on est arrivé à l'heure de la pause, oui. La pause. Mais tout l'établissement a couru derrière l'enfant. L'enfant a paniqué, il a dit papa, on part, on sort. Parce que... oui, et je vous dis qu'il est jusqu'au présent, il est traumatisé. Hein. Attention. C'est traumatisant. Mais pourquoi? Parce qu'il est métis. C'est un problème au 21e siècle. C'est un problème. Alors que nous sommes tous des homo sapiens sapiens. C'est ça qu'il faut qu'on comprenne. Et que le blanc, je vous dis, la race, l'homo sapiens est né en Afrique il y a environ 120 000 ans. Il est sorti d'Afrique il y a 40 000 ans. C'est 20 000 ans plus tard. Donc il y a moins 20 000 ans qu'au niveau des gènes, les gènes ont commencé à changer.
Mais on vous dit la race blanche, parce que la race c'est une notion géographique, ça n'existe pas, il n'y a que l'espèce humaine, n'apparaît qu'il y a 8000 ans. Ça veut dire qu'il y a 10 000 ans sur Terre, partout sur Terre, il n'y avait que les noirs. Mais nous aujourd'hui, quand vous dites ça aux élèves, ils disent ah bon, c'est pas possible, ils ne croient pas. Parce que nous avons, avec l'esclavage, des années d'esclavage, des siècles d'esclavage et la colonisation, mais que nous sommes des sous-hommes. Nous-mêmes, nous acceptons que nous sommes des sous-hommes et nous sommes complexés. Et c'est ce que Cheikh Anta Diop a dit. Quand il a fait la conférence au Niger, il arrive au Niger et fait la conférence. La majorité des questions, 90% des questions tournées chez un seul truc. Vous venez, vous nous sortez des choses. Quand est-ce que les Blancs vont reconnaître ça? Parce que si les Blancs ne reconnaissent pas ce que tu dis, il n'y a pas de bail. Voilà. Et c'est jusqu'à présent, on est là. Mais ce n'est pas de ce que nous disons d'un jour. On voit un truc, on dit non, les Blancs sont forts. Mais moi, je vous dis, j'ai un bouquin où vous n'avez que les inventions faites par les Noirs. Plus de 100 Noirs qui ont inventé des choses. Mais est-ce qu'on en sait? On ne divulgue pas l'information. Voilà le gros problème qu'on a. Il faut donc divulguer cette information-là. Qu'on prenne conscience de ça. Je vous ai dit, le congrès, le colloque d'égyptologie internationale d'égyptologie du Caire s'est passé en 1974. Pourquoi? Parce que l'UNESCO avait contacté Cheikh Anta Diop pour dire viens participer à la rédaction de l'histoire générale d'Afrique. Il a dit non, moi j'ai des idées que je défends. Les autres combattent ça. Voilà ce que je propose. Il faut qu'on convoque un colloque au niveau international. Dans 2 ans, tous les gens vont venir et on va apporter les arguments. Et on dit de quoi on va discuter. Que les gens ne viennent pas être surpris et dire nous on ne savait pas où on allait. Non, on laisse 2 ans aux gens. Moi je viendrai avec 2 Africains. Vous augmentez le nombre des autres parties du monde. Finalement, il n'était que 2 Africains. C'est-à-dire qu'il y a un même qui n'a pas eu le temps, qui n'est pas venu. Donc Cheikh Anta Diop et le professeur Benga, qui vit. C'est un Congolais, Congo Brazza. Il doit avoir dans les 86-87 ans maintenant, le professeur Benga. Alors pourquoi Cheikh Anta Diop avait choisi que ces gens-là? Parce qu'il a dit, moi je choisis les gens qui lisent les hiéroglyphes. Parce que ceux qui lisent à travers les livres que les autres ont écrits sont plus dangereux que ceux qui ne connaissent pas. Parce qu'ils viennent discuter, oui, ils viennent défendre des thèses qu'ils ne comprennent pas. C'est pour ça que je prends le professeur Obenga, parce que lui lit les hiéroglyphes, donc on peut venir apporter des arguments. Le congrès du Caire s'est tenu du 3 janvier, du 28 janvier au 3 février 1974. Ils étaient 2 Africains, il y avait 18 hôtes du monde, les Américains, les Français, les grands Français à l'époque. Les Norvégiens et tout ça, même les Égyptiens étaient là. Mais ça a été un massacre. Vous avez déjà vu ce rapport-là? Vous pouvez pas le voir. Celui qui a écrit le rapport était contre Cheikh Anta Diop, Jean Davis. Il était contre les thèses de Cheikh Anta Diop. Mais il a quand même écrit le rapport avec une objectivité. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il y a eu, malgré que l'UNESCO avait dit aux gens, préparez-vous, le document préparatoire, il y a eu un déséquilibre dans les débats. Or, il y a un autre égyptologue qui a dit qu'il a rencontré un participant du congrès de Caire qui a dit que ce n'était pas un déséquilibre, c'était une bérésina. Allez voir la définition de la bérésina. Échec total et catastrophique. Ça, c'est la définition de bérésina. Mais vous avez déjà vu le rapport? Vous appelez même l'UNESCO aujourd'hui, on ne vous sort pas le rapport. Et vous avez des gens qui viennent aujourd'hui contester Cheikh Anta Diop. La question était, en gros, il y avait 3 questions. En gros, même s'il y avait d'autres. L'Égypte, parce que les Occidentaux disaient que l'Égypte était un accident en Afrique. Que l'Égypte d'abord n'est pas en Afrique. C'était ça le premier truc. Que l'Égypte, ce sont des blancs. Il dit camito-sémitiques, des blancs à peau noire. Voilà ce qu'il disait. Et troisième, le reste de l'Afrique n'ont rien à voir avec les Égyptiens. Ils n'ont rien. Et Cheikh Anta Diop et le professeur Benga, au niveau de la science, au niveau de la linguistique, de la langue, a démontré que nous avons les rapports, nous venons de l'Égypte. Lui parle Wolof, c'est la langue nationale au Sénégal. Il a démontré avec des mots, il a pris tout au tableau, des démonstrations. Et le professeur Benga, avec la langue qui parle au Congo, a démontré la parenté génétique avec l'Égypte pharaonique, des pharaons. Ça a mis tout le monde d'accord. Les gens ont dit que non, nous on reconnaît ça. Ils ont dit que les Égyptiens étaient des blancs à peau noire. Cheikh Anta Diop lui-même a fait des tests à partir des momies pour doser le taux de mélanine. Il s'est rendu compte que le taux de mélanine sur les momies n'était pas compatible avec une race qu'il appelait le coderme. Le coderme, donc plus ou moins blanc. Et il a démontré, parce que c'est ça le problème de l'histoire, il a démontré que tous les Grecs qui sont arrivés en Égypte, tous ont déposé dans le même sens. Hein. Des gens à la peau noire et les cheveux crépus. Qu'est-ce qu'il faut de plus?
Hérodote, Platon, Aristote, tous ont déposé en disant qu'ils sont arrivés. Oh, l'Égypte avait déjà commencé le métissage depuis. Donc pour dire que voilà des preuves. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est ça que Cheikh Anta Diop m'explique. Il s'est passé que les Occidentaux, quand ils reviennent en Afrique, au XVIIe, XVIIIe siècle, ils se rendent compte que tout le savoir qu'ils ont, en fait, c'est l'Égypte qui a donné ça. Parce que les Grecs sont venus en Égypte prendre ce savoir, ramener chez eux. Ils se rendent compte de ça. Jamais ils peuvent accepter un truc comme ça. Nos esclaves, les colonisés, que c'est eux qui nous ont donné cette histoire. Donc ils falsifient l'histoire. Exprès. Ils ont falsifié en disant, en continuant. Donc c'est une question idéologique. C'est pas une question scientifique. Ils ont pendant longtemps insulté Cheikh Anta Diop, oui. Parce que Cheikh Anta Diop a écrit son premier livre, Nation nègre et culture, en 1954. Or, les États africains se battaient pour l'indépendance. Et les gens ont dit justement ce qu'on pensait, que oui, tu dis ça pour booster les Noirs et tout. Cheikh Anta Diop, mais vous bavardez, venez, on se retrouve sur le terrain scientifique, vous m'apportez les preuves. C'est ça cet esprit critique. Venez, on apporte les preuves, on discute sur le terrain scientifique, leçon l'idéologie. Et ne venez pas. Et justement, le congrès, je te dis, de quel le colloque a donné cette occasion où il les a massacrés. Et tu vois, vous avez quand même des blancs qui continuent à sortir pour dire que Cheikh Anta Diop c'était un feignant, c'était un système. Ça, ils étaient au congrès du Caire. Quand vous avez des grands égyptologues qui sont venus, ils ont fermé la bouche. On a dit deux Africains qui s'étaient préparés, ont massacré 18 personnes. Voilà l'esprit critique. Et Cheikh Anta Diop l'a dit, tant qu'on ne fait pas ce pont avec le passé, on aurait du mal. Et c'est ce que nous faisons. Moins de choses, on dit, le blanc est fort. Le blanc est fort. Et c'est rentré dans notre tête. C'est un réflexe comme ça. Oh, il faut qu'on commence par arrêter ça, par dire le mot blanc. Parce que dire blanc, c'est déjà penser qu'il est supérieur, que c'est nécessaire. Donc c'est un travail qu'on doit faire. Nous, je dis, c'est pour ça que je dis, nous avons plus ou moins échoué, qu'on remette ça à ces enfants. Qu'ils grandissent déjà en sachant qu'ils doivent se battre pour eux. Se battre pour eux, démontrer les choses. Sinon, on va continuer à aller dans le même sens. Prenez cet exemple. Si nous sommes assis là comme ça, un blanc passe ici, il crache ici aux autres, de manière un peu méprisante et qui part. Qu'est-ce que nous allons lui dire tous? Oh, mais oh, toi là, tu peux faire ça chez toi? Tu viens, tu craches ici, tu es malade, tu peux faire ça chez toi? Maintenant, un noir passe, il fait la même chose. Est-ce qu'on peut encore dire tu peux faire ça chez toi puisque tu es chez lui? Tu es chez toi. On va dire quoi? Monsieur, comportez-vous bien. Ça veut dire que pour le même geste, concernant des individus, nous avons deux attitudes différentes. Ça veut dire que nous avons le complexe vis-à-vis du blanc. C'est clair. Parce que la même remarque doit se faire, quelle que soit la race. On n'a pas besoin de dire, vous avez ça, tu peux faire ça, je dois. On a besoin de lui dire, en tant qu'être humain, est-ce que c'est normal que tu fasses ça? Parce que le simple fait de dire, tu peux faire ça, je dois, ça veut dire que ce complexe-là est rentré dans toi. Et tu le vois, tu te dis, c'est-à-dire qu'il t'a poussé à réfléchir comme il veut que tu réfléchisses. Puisque pour lui, il est l'être supérieur. Et toi qui réfléchis comme ça, tu veux démontrer qu'il est l'être supérieur. Et qu'il n'est pas supérieur à toi. Il a réussi son coup. Donc il faut déjà commencer par banaliser ça. C'est ça que j'appelle l'esprit critique, qui n'est pas un être supérieur. Moi j'ai l'habitude de dire qu'il n'y a pas des gens qui sont plus intelligents que d'autres. Il y a des gens qui ont bénéficié davantage que les autres n'ont pas bénéficié, en dehors de quelques rares cas. Sinon, comment expliquer que tu grandis dans un milieu, dans le même milieu, tu as des comportements différents. Prends le type ici, tu l'amènes en Europe, il grandit là-bas. Pourquoi il ne va pas aussi être un génie? Parce qu'il voit des choses différentes. Parce qu'il est dans un contexte bien différent. Mais nous grandissons dans un contexte où nous fermons. Regardez, nous avons une montagne ici, je ne sais pas comment elle s'appelle. L'occidentaux, parce que moi je préfère parler d'occidental, c'est un état d'esprit, plus que la couleur de la peau. Il viendra, il va aller découvrir la montagne. Mais il y a des risques. Peut-être qu'il y a un animal sauvage là-bas, peut-être il peut ne même pas rentrer. S'il part, il ne rentre pas, qu'est-ce que nous allons dire? Il partez même chercher quoi là-bas. Il ne peut pas rester ici, il va faire quoi là-bas. Voilà où les Occidentaux nous dépassent. Le type va aller, il va mourir, il lui arrive quelque chose. Son frère qui reste au camp va dire, qu'est-ce qui lui est arrivé? Je vais aller comprendre ce qui lui est arrivé. Il va repartir avec le risque de ne pas revenir. Jusqu'à ce qu'il va comprendre ce qui s'est passé. Voilà la seule différence qu'il y a. Je nous dis qu'on est trop pessimiste, on regarde le verre à moitié vide. Or, il faut le regarder à moitié plein. Dit, nous allons arriver. Ouais, les Occidentaux ont cet état d'esprit. Quand on est on peut insulter les Américains comme on veut. Voilà un esprit. Quand en 1962, le président américain dit, je veux, avant la fin de la décision, on va envoyer un homme sur la Lune et le ramener. C'est parce qu'ils sont battus sur tous les plans, dans l'espace par l'USS. Mais les gars, en 69, ont envoyé un homme sur la Lune et ils l'ont ramené. Mais il y a eu plein d'accidents, des morts, des dégâts, ils ont dit on va arriver, on va comprendre.
Voilà la différence. Nous ici, dès que 2 personnes ont dit non, c'est fini, on ne fait plus. On s'arrête. C'est cet esprit critique-là. Je vous ai dit que le grand te dit, fais ça. Et de toute manière, quand vous regardez l'histoire de l'humanité, c'est les rebelles qui ont fait avancer l'histoire. C'est-à-dire qu'ils sont venus dans une société, dans un environnement, ils ont dit pourquoi je ne peux pas faire différemment de ce qu'on fait. Il a fait, on l'a critiqué, il a avancé. Partout, c'est comme ça. Sinon, il faut reproduire ce qu'on a fait, reproduire pour être toujours dans le convenable. Là, il faut avoir, c'est ça l'esprit critique. Commencer, il va venir, on va poser et on va dire, fais ça. Il dit non, je ne peux pas expliquer-moi pourquoi je dois aller à gauche. Mais les autres sont déjà partis. Voilà dans quel état on est. Donc l'esprit scientifique c'est bien, mais l'esprit critique c'est au-delà. Il faut que l'Afrique se relève. Regardez, c'est quand même quelque chose qui est extraordinaire. Nous ne le voyons pas. L'Afrique c'est le continent le plus riche. C'est lui qui a toutes les richesses. Nous sommes le continent où nous dormons le plus. Il y a un problème. Et nous trouvons ça normalement, on dit on va faire comment? On va faire comment? Vous voyez que ça vient tout seul? Ça vient pas tout seul. Voilà la question. L'Europe a dit, je dis contre Rome qui commandait tout. Nous allons te descendre, nous allons prendre nous te descendre. Le père a dit, je pars, mais je laisse mes enfants qui vont avoir une meilleure vie. Mais nous on tient tellement à la vie que la bière, que non, la bière si je veux laisser comment? Il faut que je continue à manger. C'est ça, il faut qu'on commence à arriver à ça. Et si on n'a pas sur ouais, à partir de là, il faut donc avoir l'esprit aussi ouvert. Ça l'esprit critique, l'esprit ouvert. Je regarde l'autre, je l'écoute, je regarde ce que je peux tirer de positif. C'est pour ça que je disais qu'il n'y a pas d'action négative. Il y a des actions qui sont douloureuses, mais vous vivez une expérience que vous pouvez partager avec l'autre et même relever l'autre. Donc c'est cet état d'esprit-là qu'il faut que nos enfants aient. Et c'est à ça que nous appelle Cheikh Anta Diop. Pas le seul, hein, c'était le premier, c'était le pionnier. À l'époque, il était seul. Hein. Il était seul, mais il a continué dans ça. Continué Cheikh Anta Diop. Il avait des critiques, les gens le combattaient. Si vous voulez avoir une carrière scientifique universitaire, non. Cheikh Anta Diop, il fallait le mettre de côté. Il était combattu. Mais le gars a dit, c'est ma voix ici. Aujourd'hui, il a dit, moi si plus tard vous constatez que j'ai pris des libertés avec ce que je dis, ben, ignorez-moi complètement. Et c'est pour ça que c'est un type qui s'est formé, physicien, nucléaire, chimiste, archéologue, linguiste, historien. C'était ça, il avait compris. Qu'il fallait tout ça pour apporter des preuves. Donc c'est dans cet état d'esprit que nous devons aller. Regardez la Chine. Bon, c'est vrai que moi je trouve qu'on compare la Chine avec l'Afrique, mais la Chine était d'abord un empire. Hein. C'était une puissance, déjà, depuis longtemps. Mais la Chine, c'est pas dur. Et regardez même l'esprit asiatique. Regardez, vous allez aux États-Unis, vous trouvez un Camerounais ou des Africains de manière générale. Il a la green card, la carte qui lui permet de rester. Son frère dit, mais comment tu as eu ça? Il dit, je ne sais pas, c'est le hasard vraiment. Il lui dit, bah, oh, ils ne sont pas en concurrence. Hein. Ils ne sont pas en concurrence. Le Chinois arrive, il trouve la green card, il donne à son frère. Quand son frère, il dit, viens, tu prends. On passe. Voilà comment il crée une communauté. J'ai un de mes cousins qui est à Douala. Il m'a raconté une histoire un jour. C'était terrible. Il fait les affaires avec la Chine. Il va acheter un truc en Chine. Il appelle le monsieur en Chine. Le truc coûtait 10 millions. Le monsieur lui dit, bon, va à tel immeuble à Douala. À quoi? Tu arrives au 4e étage, tu vois, monsieur, tu causes avec lui. Il monte là-bas. Il arrive, le monsieur lui dit, ok, oui, déposez les 10 millions ici. Il dépose. Il reste là. Monsieur, vous attendez quoi? Il dit, j'attends le reçu. Il dit, non. Si vous voulez le reçu, vous prenez, vous partez. Il n'y a pas de reçu. On ne donne pas le reçu ici. C'est quand même gros. Vous laissez 10 millions, vous n'avez pas de contrepartie. Si après le 10 millions, vous faites comment? Le gars se met à réfléchir, il dit, mais je fais comment? Il prend son courage à dire, là c'est plus le courage, c'est l'inconscience. Il faut être quelque part un peu dur. Ça c'est sûr, c'est plus le courage. Donc il prend cette inconscience à deux mains, il descend les escaliers. Son téléphone sonne. Ok, nous avons vu, vous voulez déposer votre argent, nous faisons les essais pour vous envoyer la marchandise. Franchement, dites ça, nous les Africains, on peut faire ça. On va donner 10 millions au frère là, il va circuler après. Quand son frère va payer, il t'a donné son téléphone, il passe plus. Il va jouer avec les 10 millions là. Quand il a fini, il revient maintenant, il dit, mais qu'est-ce que je fais? C'est comme si on ne regarde pas plus loin que le bout de notre nez. Voilà comment la Chine avance. Donc les 10 millions qu'il veut, l'argent ne sort pas du pays. Il n'y a aucun document. On ne paye pas les impôts. Rien. Mais la marchandise arrive. Voilà. Tant que nous n'allons pas changer notre mentalité, nous allons rester toujours les sous-êtres que nous sommes. Et c'est à ça qu'il faut arriver. Regardez même, c'est ce qui se passe dans nos familles. Hein. Vous voyez que c'est loin. Les funérailles, quand vous regardez les funérailles, oui. À l'époque ça se comprenait.
Parce que les gens étaient de caste ou bien de différents, d'âge différents, comme on dit, les trucs d'âge différents. C'est normal. L'aîné était pratiquement le 15 ans, le petit frère du père. Ainsi de suite. Donc il y avait des différentes catégories. Mais regardez aujourd'hui, dans les familles en général, vous allez voir que 50% des invités sont connus de pratiquement tout le monde. 50% des invités. Hein. Mais quand on fait, chacun dit non, non, non. Moi j'ai l'argent, hey, toi, tu peux pas, tes amis ne peuvent pas rester avec mes amis. Va dans ton temps. Toi aussi, va dans. Toi, je reste là, je fais tout. Mais qu'est-ce qui empêche qu'on fait tout ensemble? On fait tout ensemble, on s'assoit. Tu as l'argent, mais tu payes pour les autres. Chacun soit un peu. Où est le problème? Mais non. Tu ne peux pas payer pour les amis, tu ne peux pas payer pour tes amis. Mais tes amis ne peuvent pas rester avec mes amis. Parce que ce sont des surhommes. Le jour qu'ils vont mourir, ils vont aller au ciel, ils vont parler sur la tête. Voilà le problème que nous avons. Et c'est donc cette mentalité-là qu'il faut que ça parle. Les gens atteignent ça, ouais, les anciens universitaires qui prennent le vélo pour aller enseigner, qui prennent la moto. Et ici, vous allez voir les gens qui prennent la moto, ça commence à être On va se moquer de lui. Voilà le problème. On va se moquer de lui. Or, la vie de manière générale, c'est l'humilité. L'autre jour, on a fait le truc sur l'alimentation, c'est l'humilité. Moi, je connais des gens, c'est terrible parce que la semaine passée, je discutais avec la femme d'un ami. Elle me dit que toi, il a fait le régime, il a maigri jusqu'à la dit. Oui, je veux maigrir jusqu'à ce que les gens vont dire que tu as seulement quoi comme ça. Non. Voilà. C'est le problème que nous avons. Oui, mais c'est la réalité. On va dire. Mais ça. Une fois qu'on a dit, on fait encore quoi? Il n'y a plus rien à dire. C'est fini. Mais c'est pas pour votre santé que vous battez. C'est ça. C'est pour la santé des autres. Non. C'est le gros problème que nous avons. Être réaliste pratique. Bon, ça se comprend. Nous sommes encore à l'état où nous n'avons pas encore assouvi les besoins primaires. C'est ça. Donc les besoins primaires s'arrêtent sur le matériel. Ma peau, mon ventre, mon bas-ventre et tout. Mais quand vous commencez à travailler votre cerveau, à satisfaire votre cerveau, vous avez atteint un autre niveau. Oui, en Europe, des gens vont avoir un travail qui n'est pas, même pas très rémunéré, mais le gars va mettre l'argent de côté. Quand c'est vacances, il vient faire le tour du monde, il vient ici au Cameroun, il tourne, pas même à pied là. On dirait qu'il voit un sale blanc, il dort dans l'auberge. Mais après 30 ans, vous arrivez chez lui, vous voyez la carte du monde. Vous voyez les points où il est passé, c'est tout le monde où il est passé. Donc quand il parle d'un endroit, il connaît puisqu'il est arrivé là. Voilà parce que c'est un autre état d'esprit. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est que ces enfants-là, qui ne soient pas comme nous, qu'ils aillent faire la recherche. On nous a insultés, on a dit que si vous voulez cacher quelque chose, on doit mettre dans les livres. On ne lit pas. C'est plus ou moins, on ne lit pas. Il faut qu'ils reprennent justement le goût à la lecture. Parce que quand tu auras le goût à la lecture, vous allez voir le niveau va être élevé. Hein. Vous-même enseignant, vous allez commencer à lire votre trucs chaque année. Monsieur, il y a un problème là. Vous lisez trop. Changez la musique. Et vous serez obligé. Ah oui, vous serez obligé de vous mettre à jour. Hein. C'est ça. On est obligé. Regardez, moi j'ai plein de collègues. Je vois plein de médecins. Ils sont sortis de l'école. Ça fait 20 ans, 25, 30 ans. Ils n'ont plus fait aucun séminaire. Ils ne sont plus mis à jour. Ils continuent à traiter comme on traitait il y a 30 ans. Alors que les choses ont évolué. Vous attendez quoi de cela? Il faut aller dans les séminaires, il faut se mettre à jour. Aujourd'hui, maintenant, on a Internet où on peut rentrer dans les bibliothèques à distance. C'est ça, il faut qu'on pousse ces enfants-là. Ça. Les enfants passent 7, 8 heures, mais c'est sur le Facebook. Sur les trucs comme ça pour regarder, raconter des bêtises. Mais ils peuvent prendre 2 heures même par jour pour aller s'informer, s'éduquer, savoir au moins où les choses se trouvent. C'est ça qu'il faut qu'on arrive à... J'espère que, comme vous dites, l'année prochaine, on aura plus de gens qui vont rentrer dans ce truc-là. Et c'est pour ça que maintenant, là, ici, on doit commencer à trouver un livre anglophone qui va à peu près dans le même sens pour qu'il soit plus à l'aise. Pas que ce soit un anglais écrit en français, c'est plus compliqué. Non, on est dans le temple du savoir, de la connaissance, il faut justement qu'on mette ça en avant. Que l'élève qui sort, quand on parle de label, c'est ça, que l'élève qui sort d'intellectuel, quand il passe en route, il parle. Le fait que l'école intellectuelle, on dit ah oui, ça va, ok, non, c'est bon. C'est ça le label. Oui, on discute même plus, on dit que non, là, c'est ça. Donc il faut qu'on arrive à ça, c'est aussi notre devoir. Bon, vous avez mis le censeur a mis des vœux. On va prendre en compte, effectivement. J'espère que, de toute manière, moi, le rêve que j'ai,
Le rêve que j'ai par rapport à ce prix, par rapport au prix qui concerne les enseignants, c'est que dans 5 ans, que ce soit plus à ce niveau-là, que ce soit au niveau, c'est les sponsors qui viennent faire, qu'on fasse un prix qui soit remis même de manière sur le plan national, que ça passe à la télévision. Voilà le truc. Que les noms restent là. Je l'ai dit, il faut que les élèves, ou le personnel, ou les enseignants, vous gravez vos noms au collège en faisant quelque chose de capital pour l'établissement. Comme ça, on donne, on vient, on prend. Vous choisissez une salle de classe qui porte votre nom à vie, c'est fini. On a peut-être la première salle là où ici on dit monsieur Tempak David. Voilà, c'est la classe. Ça pourra être la 6e 3, 6e 4, mais c'est la classe. Ça, les élèves aussi, pareil. Mais il faut qu'on détermine ces critères. Quels critères vous pouvez faire qui peut faire garder votre nom. Vous avez entendu ce que la fille a dit? Que j'avais toujours rêvé qu'au lycée, là, il faut que mon nom reste. Et vous avez plein d'enfants comme ça, plein qui sont là devant. Elle vous a dit, moi j'ai du mal à parler en boutique. J'ai du mal. Et ils sont nombreux là. Mais quand vous créez ce genre de choses, ils se révèlent. Ils viennent maintenant, ils disent, voilà le domaine que je voulais, je peux maintenant me révéler. Et quand elle se révèle comme ça, elle prend confiance en elle. Arrivée au supérieur, elle a un cheminement qui est différent. Et quand elle va arriver, vous avez dit les mémoires, les trucs comme ça, elle dit, oh, intellection, on faisait ça, c'était, on se brossait souvent les dents avec, on se seulement comme ça. C'est ça l'intérêt. Donc nous, tous nous avons un devoir par rapport à cela. Donc voilà l'esprit critique là. C'était ça. L'esprit scientifique, c'est une chose, vous pouvez avoir l'esprit scientifique sans avoir l'esprit critique. C'est pas ce qu'on a ici. Il faut justement expliquer les choses qu'on dit. Et là, ça vous pousse, hein. À ne pas faire n'importe quoi. Hein. Vous êtes enseignant, vous passez à droite. Non, monsieur, expliquez-nous pourquoi nous passons à droite. Si vous n'avez pas les arguments, vous êtes mort. Hein. Vous êtes mort, hein. Tout de suite, on va passer d'un surnom qu'on vous a donné à un autre. Donc, voilà tout le monde a les surnoms. Il n'y a que le principal qui n'a pas de surnom. Vous en avez. À l'étage où on va l'acheter plutôt. À peine je suis entré, j'ai vu qu'il a dit Cheikh Anta Diop. Ça va. Mais elle dit, moi ça me dérange pas, puisque quand vous êtes avec les enfants, franchement, vous êtes avec les enfants, vous attendez ça, oui. Ce serait même un problème s'ils ne font pas ça, ça veut dire qu'ils ne sont pas assez éveillés. Oui, ça veut dire qu'ils ne recherchent pas. Mais au moins, quel est l'avantage qu'elle a? Elle connaît là ce nom. Cheikh Anta Diop. Pour elle, ça lui dit rien maintenant, mais demain, quand elle va arriver, quelque part, elle va voir Cheikh Anta Diop. Elle dit, hey, arrête de ça depuis moi. Au fait, c'est même qui? Elle peut maintenant se mettre à rechercher qui est Cheikh Anta Diop. Donc, c'est pas une mauvaise chose. Napoléon était. Donc, de toute manière, après ça, vous allez faire un rapport, faire les propositions pour voir comment on doit aménager l'année prochaine. Monsieur Tala. On va...